Bien, je vous remercie pour cette présentation et également de m'avoir invité et ce qui m'a incité à me remettre à la tâche alors que j'avais profité un peu de laisser flotter les choses après une bonne dizaine d'années de retraite, pendant lesquelles j'avais quand même eu l'occasion d'intervenir, mais dans des choses peut-être qui n'étaient pas aussi scientifiques, disons, qu'un séminaire. Donc ce que je voudrais, vous verrez, c'est un petit peu... Je vais me présenter ça dans deux directions. D'une part, c'était ce qui traite directement du sujet que j'avais proposé, et en même temps, lorsque j'ai travaillé dessus, je me suis souvenu que j'avais aussi un petit peu, à une époque, regardé les rapports que les minéraux entretenaient avec les plantes, dans le cadre chinois aussi, moi ce qu'ont rapporté les textes chinois anciens. Et donc, en deuxième partie, je vous présenterai cela. En tout cas, en guise de préambule, je voudrais préciser que M. André-Georges Audricourt, que voici, se défendait d'avoir des disciples. Il pouvait parler de collaborateurs, comme par exemple Madame Brune de Lamarre pour l'histoire de la charrue, ou Louis Hédin pour celle des plantes cultivées, qui pouvait traduire et mettre sous forme écrite ses pensées sur un thème donné. Pour les autres, il voyait plutôt des continuateurs. Pour en venir à notre séance d'aujourd'hui, vous m'aviez demandé, cher Pierre Leroux, à la lumière de son article sur l'ethnominéralogie dans le volume d'ethnologie générale de la Pléiade, de venir en dire davantage sur ses travaux relatifs à ce domaine. Durant les 28 années d'entretien, sorties botaniques, discussions d'articles, déjeuners partagés, jamais il n'a abordé le sujet, en tout cas avec moi. Néanmoins, à l'occasion de la rencontre d'un professeur japonais, botaniste, que j'avais accompagné chez lui et dont le fils était musicien, il lui avait signalé l'intérêt que les anciens Chinois portaient aux minéraux pour fabriquer des lithophones, qui étaient structurés exactement comme ces instruments avec des cloches de bronze. Donc, pour essayer de répondre à votre demande, j'ai proposé le sujet annoncé, les minéraux dans la pharmacopée chinoise traditionnelle, approche du diachronique. Je restais à le traiter. Vous m'aviez demandé également, incidemment, si vous pouvez parler de la méthode d'Audricourt. Donc, là, je voudrais évoquer dans le long entretien autobiographique que vous connaissez sans doute, qu'André-Georges Audricourt a accordé à Pascal Diby, publié en 1987 sous le titre « Les pieds sur terre ». Le dernier chapitre, intitulé « Quelques idées pour le futur », résume bien l'essentiel de la démarche qui m'a nourri à la fréquentation assidue de mon mentor, qui, n'ayant pas de disciple, ne supportait pas qu'on l'appelle maître. Partant de son idée que, je cite, toutes les questions de point de vue, vous vous souvenez sans doute si vous avez lu les livres, il parle de l'exemple de la table, en disant la table, selon la fonction qu'elle occupe, on peut la traiter de diverses façons, comme un endroit où on s'assied pour travailler, pour déjeuner, etc. Donc, partant de son idée que toutes les questions de point de vue, je vais maintenant essayer de dégager des pistes qui pouvaient me permettre, je cite, d'étudier correctement un objet, en l'occurrence d'aborder d'un point de vue historique l'ensemble des minéraux qui sont signalés dans les ouvrages chinois relatifs à la pharmacopée. Deux perspectives m'étaient apparues. La première idée partait d'un ensemble de minéraux conservé au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, dans la galerie de minéralogie. Il s'agit d'une collection de 79 échantillons de matière médicale qu'un chirurgien français, Jean-François Vandermonde, avait rapporté de Macao, où il avait séjourné dans les années 1720. Ceci pouvait ouvrir, par exemple, une recherche comparative entre
l'usage thérapeutique des minéraux dans la pratique médicale en Chine et en France au début du XVIIIe siècle. Néanmoins, comme une jeune collègue CNRS appartenant au centre Alexandre Coiré, où il travaille déjà sur Vandermonde, j'ai abandonné cette idée et c'est une approche diachronique que j'ai choisie. L'existence actuelle d'un nombre important de textes depuis le début de notre ère m'offrant la perspective d'une recherche sur l'évolution de la perception des minéraux et de leur usage thérapeutique. Le texte le plus ancien, qui pourrait avoir été composé entre 206 avant et 25 après le début de notre ère, a été reconstitué à partir des citations qui en avaient été faites dans des textes postérieurs. Il s'agit du Shennon Pensarjing, que l'on traduit par canon de la matière médicale du divin laboureur. Shennon, quand traduit par divin laboureur, aurait vécu il y a plus de 4500 ans et est le troisième empereur mythique pour l'instant. Les Chinois espèrent un jour montrer qu'il a réellement existé. Et la tradition le présente ainsi. Avant lui, les hommes ne connaissaient pas les céréales, ils mangeaient les animaux et buvaient leur sang. Alors, il goûtait les herbes, en sépara les grains et enseigna au peuple l'art du labourage. Puis il goûta les herbes à nouveau et en sépara les simples pour sauver de la maladie. Puis vint l'empereur jaune qui enseigna la cuisine et les recettes médicinales, et après, progressivement, les hommes acquirent le moyen de nourrir leur vie. Fin de citation. Il faut noter aussi que c'est en goûtant les produits de ces cueillettes que Shennon mourut empoisonné un jour où il avait, selon la tradition, testé plusieurs dizaines de plantes, tantôt 10-60, tantôt 100. En tout cas, il s'est empoisonné. Donc, ce qui aussi, vous verrez, laisse entendre que les poisons, comme vous le savez, font tout à fait partie de la pharmacopée et qu'en général, ce sont les produits les plus efficaces. Donc, l'ouvrage, cette pharmacopée, se compose de 365 entrées. Vous voyez le chiffre aussi tout à fait par hasard. Hein. Elle explique qu'il y a un produit par jour. Hein. Donc, les entrées sont indifférenciées quant à leur nature, mais elles sont classées selon 3 grades: supérieur, moyen, inférieur. Le grade supérieur représente 120 sortes de produits, en majorité végétaux, précédés par la courte introduction suivante. Les 120 sortes sont les principes. Leur fonction est de nourrir la vie, correspondent au ciel. Non toxiques, consommés abondamment et longtemps, ils n'affectent pas les humains, ils allègent le corps, renforcent la force matérielle. Je traduis chi, vous connaissez cette notion de chi, en japonais c'est ki, ceux d'entre vous qui ont fait des arts martiaux, vous parlez toujours de ki. Donc c'est une énergie qui est créée par l'interaction yin-yang qui descend du ciel et se répand en suivant les crêtes des montagnes pour toucher l'ensemble du monde. Donc ce grade, alors les princes, donc, ils allègent le corps, renforcent le chi et prolongent la vie. Ayant essentiellement une fonction nutritive en quantité raisonnable, qui peuvent être consommés sur le long terme pour nourrir la vie. Et on ne s'étonnera pas donc que de nombreux produits végétaux et animaux de consommation courante figurent dans la matière médicale en Chine. Dans cette conception de la médecine, la diététique était, et dans une certaine mesure reste, une composante importante, le maintien d'une bonne santé étant le souci primordial des médecins. À cet égard, il y a une petite anecdote que vous avez peut-être entendue, c'est un médecin, un jeune médecin, vers le XIIIe siècle, très célèbre parce qu'il guérissait tout le monde. Et donc quelqu'un vient le féliciter en lui disant que ça. Il dit, en fait, c'est vrai, je guéris tous les patients qui viennent me voir, mais c'est pas moi le grand médecin. Mon père, il était moins connu parce qu'il ne guérissait que la moitié des gens. Les autres, il les empêchait de tomber malades.
Mais le grand médecin totalement inconnu, c'était mon grand-père. Il n'a jamais guéri personne, mais il empêchait tout le monde de tomber malade. Vous voyez, et ça reste quelque chose d'assez vivant. Je me souviens, accompagnant une mission chinoise, le chef de la délégation a eu des problèmes de digestion, tout ça, et on l'a amené à l'hôpital, il a été examiné, il n'y avait pas de problème, mais il n'était pas satisfait, et il m'a demandé, est-ce que, on arrivait sur Toulouse, est-ce qu'à Toulouse, il y a des restaurants chinois? J'ai dit, oui, bien sûr. Alors, trouvez-moi un, il est allé tout de suite, et il a demandé du vinaigre chinois. Il en a pris, et immédiatement après, il se trouvait très bien. Et donc, les aliments peuvent toujours être des médicaments. Maintenant, les 120 produits ou drogues de la catégorie intermédiaire, les ministres, dont la fonction est de nourrir les dispositions naturelles afin de bien s'adapter. Elles correspondent à l'homme. Certaines sont toxiques, d'autres non. Il faut réfléchir sur leur utilité en tonifiant ou atténuant. Enfin, les 125 drogues du grade inférieur sont les exécutants. Leur fonction est de traiter la maladie en correspondance avec la terre. Très toxiques, on ne peut les prendre longtemps. Elles chassent le froid, le chaud, les influx néfastes, brisent les obstructions. Ce sont celles qui guérissent. Donc, vous voyez, la correspondance des 3 degrés du ciel à l'homme et à la terre rappelle la conception cosmique des 3 puissances, Sansai, ciel, homme, terre, qui, si elles sont en harmonie, garantissent le bon ordre des choses. Par homme, il faut entendre le souverain, car c'est lui qui, par le respect des rites et des sacrifices, maintient l'équilibre entre ciel et terre. Sacrifice au ciel, sacrifice à la terre, qui correspondent à tous les moments de l'année. Et on dit que si, au printemps, par exemple, il faisait des sacrifices qui correspondent aux sacrifices de l'hiver, immédiatement, toutes les plantes s'arrêteraient de pousser, sécheraient, etc. On constate donc que les produits de grade supérieur nourrissent, ceux de grade moyen équilibrent, de grade inférieur, en partie les poisons guérissent. En fait, à côté des citations fragmentaires de ce texte ancien qui a été reconstitué à partir des citations précisément, il existe un texte très important composé par un médecin taoïste, Tao Rongting, j'espère qu'il est toujours là. Ça, c'était, vous voyez, le genre de document qu'il y avait pour reconstituer les ouvrages anciens en chinois. Mais c'était, là, ce sont des plaquettes, des tablettes de bois, mais il y a également des tablettes de bambou, sur lesquelles, alors, c'était les livres étaient reliés par des fils, je veux dire par des liens. En haut, il y avait un trou en haut et un lien, et donc vous doutez bien qu'au cours du temps sous terre, les liens ont été détruits par l'humidité ou autre, et que quand on trouve ces livres, ben les pages sont dans tous les sens, et donc il y a régulièrement et constamment en Chine des efforts, enfin des réunions pour rétablir les textes correctement. Donc, le texte de ce médecin taoïste, Tao Rongting, s'appelle Annotation au Shenlong Pensao-Ti. Et on en connaît un manuscrit qui provient certainement des grottes de Tunhuang, qui a été composé, qui était daté du 11e jour, je l'ai marqué, du 9e mois de la 6e année du règne de Kaiwen, c'est-à-dire en 719. Le texte original avait été composé quelques 300 ans plus tôt. C'est le 9e mois lunaire. Oui, bien sûr. Oui. Alors, précieux pour la reconstitution du texte original, le Shenlong Pensao-Ti, le texte de Tao Rongting n'est pas un simple recueil de notes, car le nombre des entrées est doublé, c'est-à-dire que c'est plus 375, mais c'est, vous voyez, 700 et quelques. Et il propose aussi une nouveauté, c'est, au lieu de commencer par
les 3 grades, les 3 degrés en fonction de la toxicité. Il divise l'ensemble de la matière médicale par nature des choses. Donc il va commencer par les minéraux, ensuite il y a les herbes et les arbres, c'est-à-dire les plantes sauvages, puis les animaux, et après les légumes, les fruits et les grains. C'est-à-dire d'un côté vous avez les plantes sauvages, de l'autre côté les plantes cultivées, et entre les deux les animaux, et à la base, au départ, le minéral. Et cette classification va se prolonger tout au long de l'histoire. Ça fait partie des choses que j'ai supprimées pour pouvoir être dans le cadre des méga documents. Et donc, d'autre part aussi, il y a une chose qui est importante. À partir de lui, on va commencer à faire systématiquement référence en début de chaque chapitre des ouvrages aux ouvrages utilisés et au nombre de produits que l'on a pris de ces ouvrages pour mettre dans le chapitre dont on parle. Alors ça, c'est ça que vous voyez ici. Ça, c'est un extrait d'un manuscrit du XVIe siècle. Alors ça, c'est un manuscrit absolument étonnant parce que il avait été un empereur avait commandé que l'on fasse une nouvelle pharmacopée générale, et donc on lui a rendu le travail en 1505. Il est mort pratiquement peu après, et l'ouvrage n'a jamais été publié parce que c'était assez cher, et son successeur a préféré dépenser l'argent à des choses beaucoup plus amusantes, semble-t-il, que éditer un ouvrage de médecine traditionnelle. Et surtout, ça a été imprimé non pas imprimé, mais composé à l'encre en couleur. Et il y a 2 sortes de couleurs, le noir et le rouge. Et alors, dans tous les ouvrages qui vont suivre, la partie du texte qui sont des citations du Shandong Pensotting, du canon de la médecine traditionnelle, vont être marqués en rouge. Or, comme ça devait coûter trop cher pour l'impression, il y a eu l'habitude de marquer en gros dans des cartouches noires en caractère cartouche noire, caractère blanc, et ensuite les autres textes étaient écrits avec des caractères sans qu'il y ait cette cartouche noire, si vous voulez, et puis plus petits en fonction de l'importance en quelque sorte de l'auteur de l'ouvrage. Donc, dans cette habitude de faire précéder chaque partie de l'ouvrage de cette introduction. Alors ici, par exemple, vous voyez, il y a écrit, on part de la droite vers la gauche. Hein. Donc il y a 10 sortes du Shandong Pensotting. Ensuite, deux sortes du Mi Pielu, qui était un recueil de fragments aussi qui avait été fait par l'auteur du Shandong Pensotting, Tiju, et qui signifie les autres textes des médecins célèbres. Ensuite, vous avez 5, vous voyez, ça c'est docteur de l'école de la carrière des sons, c'est-à-dire au XIIIe siècle, et ensuite 3, voilà, et puis après 3 de l'époque des Yang, et enfin le dernier, 18 alors c'était le Chan Tsang-Chi, c'était un auteur qui a récolté, lui, tout ce qu'il disait, tout ce qui reste. Il a fait un petit peu le nettoyage, un petit peu le balayage de tout ce qu'il pouvait trouver relatif
à la médecine traditionnelle, et il a publié ça. Alors, du jour au lendemain, vous avez un certain cas, le volume des références, ou même le nombre de plantes traitées, de plantes, animaux, minéraux traités, augmente considérablement. Donc, alors peut-être est-il maintenant intéressant de voir comment dès une période très ancienne, avant d'Enfer, ont classé l'ensemble des choses en Chine. Alors, il y a un auteur qui a vécu entre moins 313 et moins 239, Sun Qin, qui, dans un texte, a écrit « Eau et feu possèdent une force matérielle, mais pas la vie. Herbes et arbres possèdent la vie, mais pas la connaissance. Oiseaux et quadrupèdes possèdent la connaissance, mais pas le sens de la justice. Les humains possèdent force matérielle, vie, connaissance, et de plus, sens de la justice. C'est pourquoi ils sont ce qui est le plus précieux de tout le ciel. » On peut parfois se poser la question. Et donc, vous voyez, on ne parle pas des minéraux. On parle des eaux et les feux, et puis après on passe aux végétaux. Alors, il est clair que là, implicitement, je pense que par eau et feu, il faut entendre également les minéraux. Et alors, donc les minéraux, d'ailleurs, donc les eaux et les feux, sont pris en compte parce que, bon, on considère qu'ils ne possèdent pas la vie, mais ils possèdent ce chi que toutes les choses dans l'univers possèdent, puisqu'on les reçoit de cette interaction yin-yang. Et alors, en fait, dès que l'on consulte les ouvrages de pharmacopée et qu'on regarde ce qui est écrit pour les minéraux, on est étonné de voir qu'ils sont présentés comme les plantes. On dit ils poussent à tel endroit. C'est-à-dire que en chinois, le verbe qui veut dire vivre, c'est shen, c'est également celui qui signifie pousser. Donc, vous voyez, les minéraux également, dans les textes chinois, poussent. Donc, ce sont d'autre part, comme ils sont, par exemple, dans la pharmacopée, obligatoirement, ils entrent dans ce jeu de relations qui sont, vous savez qu'il y a des théories les plus anciennes en Chine pour expliquer les choses, c'est ce qu'on appelle le yin-yang wuxing, c'est-à-dire la théorie du yin-yang et des 5 phases. Les 5 phases, c'est la terre, le bois, le feu, le métal et l'eau. Alors ces 5 phases sont reliées et comprises dans 2 acceptions. Il y a celle de la production de l'une. Donc la terre produit le bois. C'est ça. Le bois produit le feu produit le métal, et le métal produit l'eau. Alors on se dit, comment le métal produit l'eau? Et oui, la condensation sur un miroir va produire l'eau. Et il y a également donc un rapport inverse. L'eau contraint le feu, vous voyez, etc. Le feu contraint le bois. Bon. Donc, alors, à chacun de ces 5 phases va correspondre toute une série d'attributions qui concernent les sentiments, les parties du corps, etc. Et c'est à partir de ce jeu, ces interactions et la compréhension qu'on peut en avoir, que les médecins chinois vont pouvoir soigner, en tenant compte à la fois du temps qu'il fait, de la période, etc., etc. Et la couleur est très importante, par exemple, parce que dans la médecine vétérinaire en Chine, il est certain que si les humains peuvent répondre aux questions du médecin, éventuellement, les animaux non.
Donc, vous avez toute une série d'observations sur la couleur de la langue, etc., etc. Alors, maintenant, quand vous travaillez sur ces textes anciens, et en particulier le plus ancien de Chanoun, comme c'est un texte qui a été composé à partir de textes différents, vous apercevez qu'il y a de légères différences entre le nombre de produits qui sont restitués. Et donc sur les trois ouvrages que j'ai trouvé, deux qui avaient été achevés vers les années 1800 et un en 1955, j'ai relevé par exemple le nom de 41 minéraux, dont 18 de grade supérieur, 14 de grade moyen et 9 de grade inférieur. Notre auteur, toujours en 1800, ouvrage publié en 1955, en cite respectivement, en cite 44 en tout, dont 15 supérieurs, 12 degrés moyens et 17 inférieurs. Et enfin, l'étude la plus récente, publiée en 1987, en mentionne 42, et respectivement 18 supérieurs, 13 moyens et 11 inférieurs. Donc en fait, vous voyez, c'est quand même à très éloigné, mais quand vous êtes dans ces textes, un autre problème, évidemment, c'est comment identifier les minéraux simplement à partir de leur nom. Alors, pour ce faire, j'ai consulté à la fois le grand dictionnaire de matière médicale chinoise publié en 1977 près de Shanghai, et également les 2 ou 3 dictionnaires de langue chinois-français, en particulier le dictionnaire qui a été composé par les jésuites, et j'ai réussi sur les 18 produits, les 18 minéraux identifiés, j'en ai identifié 11. Alors, on a en numéro 1 le cinabre, ensuite la muscovite, puis les stalactites, après l'alun, le nitre, le salpêtre, le talc, la linolite et le quartz, la fluorite, et enfin le lapis-lazuli, ainsi que l'acétone. Un ensemble de 5 minéraux qui tous diffèrent simplement par la couleur. Donc il y a le premier, celui qui est en chinois, il y a un caractère qui est difficile à traduire en français, ou enfin en langue ancienne, parce qu'il recouvre à la fois le vert très sombre par exemple des forêts de résineux, la couleur des lacs de montagne, et parfois il pousse un peu vers le bleu. Donc là, le lapis-lazuli, effectivement, c'est quand même plus clair que le vert. Donc il y a une pierre qui est rouge, une jaune, une blanche et une noire. Donc toutes donnent leur nom à quelque chose qui serait graisse de la plante, du minéral de ces diverses couleurs. Dans le grade moyen, sur 17 plantes citées, j'en ai identifié 10. Il y a alors, le réalgar, le sulfure, l'or-piment, mercure, gypse, magnétite, actinolite, gypse fibreux, anhydrite et lazurite. Et enfin, pour le grade inférieur, donc les produits très toxiques, sur les 13, j'en identifie 8. Alors, il y a le premier identifié, ce que j'ai, c'est les cendres de fourneaux où l'on fond le fer. Ensuite, il y a le minium, oxyde salin de plomb, avec lequel les taoïstes faisaient des pilules d'immortalité.
Puis, il y a une chose un peu plus amusante, si vous voulez, c'est les boutons. Vous savez, les miroirs. En Chine, on faisait des miroirs en bronze. Je ne sais pas si vous avez vu, ce sont des ronds. Et donc, on les tenait par derrière. Et donc, il y avait une sorte de gros boutons en bronze. Et donc, apparemment, c'est utilisé dans la pharmacopée. Donc, c'est toxique, évidemment. Il y a l'hématite, cristaux de halite, le gros sel, qui est reconnu ne pas être toxique, mais qui en même est classé dans cette catégorie parce qu'on peut en manger à des quantités industrielles sans avoir des problèmes. Et puis il y a le magnésium. Donc, alors ce qui m'a intéressé, c'était de voir quelle était un peu l'évolution au cours de l'histoire du nombre de plantes, excusez-moi, du nombre de minéraux utilisés. Et alors, il y en a donc 54 cités dans le canon du divin laboureur. Dans le recueil Ni Pielu, celui de Cheng Santi, là, il a composé environ en 530, on en voit 89 sortes. Dans un autre, peut-être la première pharmacopée composée sur ordre impérial, en 659, on en trouve 83. Dans une autre pharmacopée, elle qui était illustrée, en 1057, il y en a 65. Un autre ouvrage, pharmacopée, mais en même temps très critique, avec un auteur qui est quelqu'un de très intéressant, parce qu'il ne se contente pas de reproduire les choses, mais il analyse et il dit pour quelle raison il pense que tel ou tel produit est bon, l'autre pas. Lui, il en note quand même 70. Enfin, dans une des grandes pharmacopées qui a été, donc, il y a eu plusieurs éditions, elle a été composée en 1108 et elle va être rééditée encore en 1249. Là, on en a 250. Alors, vous voyez, là, on voit apparaître tout d'un coup un saut quantitatif considérable. C'est lié au fait que l'ouvrage cité de Cheng Santi est pris en compte et du même coup, c'est plus d'une centaine de produits qui arrivent. Ensuite, dans l'ouvrage, donc vous avez une partie ici, donc lui, il y en a qui a été publié, enfin pas publié, qui a été achevé en 1505, il y en a 260, et parmi les 260, il y en a 74 de supérieurs, 94 de moyens et 92 de inférieurs. Donc vous voyez là, dans cette pharmacopée, c'est quand même le côté médicinal qui prend le dessus. Puisque les premiers, donc on peut dire légumes et autres produits de consommation courante, il y en a 74, les autres 94 et les derniers 92. Et enfin, dans l'ouvrage qui est aujourd'hui encore le plus célèbre de toute l'histoire de la pharmacopée chinoise, qui est le Pansakong. Alors là, je pars au hasard parce que je ne sais plus s'il va apparaître ou pas. Oui, mais voilà, ça tombe. Mais là, dans le Pansakong, qui est achevé en 1596, les grades n'apparaissent plus. Là, la répartition de la matière médicale se fait uniquement selon la nature du produit. Donc ici, cette première image, vous avez, c'est la première image concernant les minéraux, et ils sont, donc dans certains cas, l'auteur indique le grade dans le Shandong Pansaki, dans d'autres cas, il ne l'indique pas. Et puis alors après, si vous voulez, je vais vous faire défiler, vous allez voir
voyez, donc, à partir de là, s'il s'agit d'identifier les produits, c'est pas toujours évident. Et alors ça, il y a quelque chose qui est très important dans les pharmacopées chinoises, justement, c'est que, en fait, voilà, dans celle-là en particulier, l'auteur meurt en 1593. Il avait achevé son ouvrage en 1578 et à aucun moment il n'envisageait de mettre des illustrations. Et dans son texte, il n'y a pas une seule référence à une illustration. C'est des coraux. Il y a des coraux. Et pourtant, c'est animal. Alors pour eux, c'est grave. Oui, parce qu'il y a même du bézoard. Mais oui, absolument. Donc ça ressemble à. Ça ressemble à. Alors donc là, ce qui est. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que pour l'identification, donc, il n'y a pas d'image. Et là, après la mort donc, de Michelsen, son fils et petit-fils ont dû avoir des difficultés à trouver un éditeur, puisque c'est un ouvrage considérable, il y a 42 fascicules, des éditions traditionnelles chinoises, facilement, pour un volume à peu près comme ça. Ça regardait une cheminée. Ça, c'est l'épaisseur. Oui, mais parce qu'il y a plusieurs. En général, dans les éditions traditionnelles chinoises, vous avez pratiquement, dès qu'un ouvrage est un peu important, il n'est pas en un volume. Il va être en plusieurs fascicules qui sont imprimés. Vous voyez, là, ce que vous voyez, nous, on le perçoit comme des pages, mais en fait, chacune de ces pages, en fait, c'est une demi-page qui a été pliée. C'est-à-dire qu'on imprime 2 pages à la fois, vous voyez, on plie et on coud. Et donc, les livres, c'est comme ça. C'est un peu comme des papillons. On dit une expression, les livres papillons. Vous voyez, quand vous les prenez, et alors, en général, c'est rare qu'ils soient plus épais de plutôt 1 cm, 1 cm et demi. Et donc, et souvent, ça correspond à un chapitre. L'avantage aussi, c'est que les lettrés qui portaient des vêtements longs avec des grandes manches pouvaient glisser un fascicule, un chapitre dans la manche, et puis le sortir quand ça avait besoin. C'est le genre de choses. Et alors, ce qui, quand même, pour l'identification, ce qui est très important, c'est que les médecins traditionnels avaient des disciples. Et comme dans cette forme d'enseignement qui n'était pas propre à la Chine, la mémorisation était très importante. Donc, c'est dire que les successeurs, chaque fois, savaient quel était le minéral, la plante ou l'animal qu'il fallait utiliser à la médecine. Et donc, je pensais que ça a permis de faire parvenir jusqu'à des périodes plus récentes un savoir à peu près garanti. Ce qui ne veut pas dire que les produits étaient toujours efficaces, évidemment. Donc là, on va pouvoir. Donc, vous voyez, alors. Oui. Alors, j'avais. Et dans le, si je peux me permettre, oui, dans l'image précédente, les gens avaient marqué corail, plomb, fer. Alors ça, ce sont des choses dures dans la terre, mais l'agate n'est pas native en Chine, elle vient du Moyen-Orient, non? C'est possible, si vous voulez. Là, alors là, justement, c'est tout, parce qu'on ne dit pas que ce sont forcément des produits. Dans la pharmacopée chinoise traditionnelle, il y a pas mal de produits, même animaux, qui viennent, et surtout des produits animaux qui viennent de l'extérieur. Et en particulier, il y a eu des grands courants d'échange
à l'époque des Tang, c'est-à-dire entre le 7e et le 9e siècle. Et donc là, il y a eu même avant, et au XIIe siècle, il y a un ouvrage qui a été publié qui s'appelait Huai Yao Fang, c'est-à-dire une recette, on peut dire, médicinale des musulmans. Et alors c'est un livre qui, je ne sais pas s'il y a eu des rééditions, parce qu'en fait, il manque le premier volume, donc on ne sait pas exactement quand il a été publié, etc. Mais le reste du texte est complet. Et alors c'est très intéressant parce que vous avez des noms chinois et à côté des noms en arabe et je crois certains en caractère arabe mais en persan. Et donc là, on voit l'apport important qu'il y a eu de ce côté-là. Et donc, de même qu'au XIXe siècle, la médecine chinoise, même avant, mais en particulier le XVIIIe, XIXe, a beaucoup importé de produits du Tibet. Et donc, alors évidemment, ça c'est en général, tout ce qui est influence étrangère sur la Chine, c'est pas très bien vu en Chine de le mettre dans les bouquins, mais d'en parler. Donc, bon. Mais l'acier, par rapport aux autres minerais, c'est un objet, enfin un élément transformé, tandis que le plomb, le fer, le cuivre sont purs. Oui, vous avez, effectivement, là il y a un mélange, quand vous avez le bouton de... Oui, c'est en bronze. De même, il y a la queue détente des arbalètes. Qui était en bronze, l'arbalète est en bois, mais le déclencheur, ce qu'on appelle la gâchette depuis que je fais mon service militaire, je sais que c'est que de détente, donc il faut transmettre le savoir aux jeunes, vous voyez. Et donc, oui, alors là, en haut, j'avais essayé de mettre du côté gauche, vous voyez, ça commençait par en haut, c'était la page de gauche, et partant, je lisais en partant du centre. Hein. Donc le premier, vous voyez là, c'était le jade, par exemple. Et alors après, on voit c'est du corail. Vous voyez. Et après, je me souviens plus peut-être lequel c'était. Jade encore, oui c'est ça. Et puis dessous, alors dessous là, il y a quelque chose qui ressemblerait à soit une plante grasse un peu piquante. Ou un champignon. Un champignon, mais moi c'est pas ça. Et de même, par exemple, il y a des pierres qui s'appellent des crabes, des pierres crabes. En fait, ce sont des tout petits crabes qui ont été pris sans doute, comme ce qu'on trouve, certains archéologues sont mieux placés que moi pour le dire, dans les fossilisés, vous voyez, et donc c'était considéré comme également un minéral. Donc, il faut prendre le minéral, évidemment, dans un sens large, bien, même s'il y a beaucoup de... Y a-t-il du calcaire aussi, ou sont par exemple des animaux transformés, enfin fossiles aussi, ou séchés? Et là, alors, mais ça entre, alors justement, c'est bizarre qu'ils ne soient pas là parce que vous pouvez trouver des... je pense que ça y aura un problème parce que la batterie, je pense que c'est beaucoup plus loin. Ah oui. C'est pas grave, on peut continuer. Là, je reprends. Là, ça va, il va s'arrêter bientôt. Là, je reprends la main et vous me direz. Oui. Donc, je passe à la diapositive suivante. Là. Vous voyez là aussi, donc on a. Alors ici, le réalgar, de même que le cinabre en réalgar, ça reste très important dans la tradition chinoise taoïste en particulier. Et dessous, vous avez leur piment et le mercure. Là, les quatre, c'est presque les plantes, les produits emblématiques des taoïstes. La quête d'immortalité, vous voyez, c'est fait à partir de ça. Alors, là, le verre encore s'est transformé. L'origine, c'est du sable de silicone. Hein. Oui, mais là, c'est peut-être des morceaux de verre. Alors, vous voyez, ils assimilent à des minéraux naturels. Oui, c'est. C'est-à-dire qu'en fait, la classification n'est pas la même, n'est pas basée sur
Ah ben non, vous voyez, c'est tout à fait... C'est l'apparence plutôt. C'est ce qui est dans le sol. Oui. Donc, vous voyez, si c'était aujourd'hui, et là, le plastique aurait une importance très grande dans la pharmacopée. Est-ce que je passe? Vous me le signalez là. Là, on avance encore. Vous voyez, alors, en haut, là, vous allez en haut, c'est très intéressant. Vous voyez, sur le côté gauche de l'écran, vous reconnaissez tout de suite les stalactites. Alors, il y a toute une nomenclature pour ce qui descend. Donc, c'est la stalactite qui descend. Le nom, c'est la mamelle de pierre, en fait. Vous voyez. Et puis, dessous, c'est considéré comme de la graisse. Les stalagmites, c'est rond, c'est arrondi, c'est blanc, donc c'est la graisse de pierre. Vous voyez. Alors que c'est pas du tout de la graisse, mais donc il y a constamment une. Ce qui est intéressant, il y aurait une étude tout à fait intéressante et amusante, c'est l'étude des noms et le rapport des noms avec l'objet. Vous voyez, et voir ce que ça peut. On peut en tirer comme appréciation par rapport à l'esprit chinois de cette époque. Un peu avancé encore, si vous voulez, je crois qu'on va arriver à la fin. Non, encore un. C'est un minéral, c'est de bassin. Si, ça c'est. Vous voyez la fin. Alors, vous voyez, voilà, c'est celle-là, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui. Là, c'était pour le gaz, mais il y avait encore, dans les années 30, vous avez des mines de sel on faisait exactement ce que vous avez vu le Chinois. Ils faisaient descendre des tuyaux. C'était pour le gaz, là. Oui, mais je veux dire, ils le faisaient aussi pour le sel. Pour le sel. Ah oui, pour les salines. Voilà, ils mettaient de l'eau, le sel se dissolvait dans la flotte, et ensuite ils pompaient pour sortir le salé. Et alors, c'était des mines de sel gemme. Oui, des mines de sel gemme, oui. Et alors, à côté, on doit avoir un foyer, je pense, quelque part, pour faire sécher la saumure. Oui, c'est ça. Ça, c'est les salines, les fours à voilà, les fours pour sortir le sel. Alors ça, les archéologues devraient ça va vous intéresser, non? Les salines anciens, l'obtention du sel ancien. Non. Tous les archéologues du monde que j'ai rencontrés étaient fans de ces choses-là. Bon, je suis tombé sur une mauvaise tribu. Pardon. Donc, alors, les verres à soie. Vous avez des verres à soie. En bas, vous voyez, sur le côté droit, au milieu, ces petits, ce sont les hirondelles de pierre. Et là, vous avez le serpent. À côté des hirondelles, à gauche, vous avez le serpent, la pierre serpent. Au-dessus, c'est la pierre scorpion. Ouais. Là, on est dans une page. Et là, on retrouve beaucoup des animaux symboliquement importants. L'opposition aussi, la tortue et le serpent dans la mythologie chinoise, c'est ça. Oui, puis il y avait quand même la forme aussi qui jouait, si vous voulez, mais c'est sûr que pour voir dans le minéral du haut, la page de droite, vous allez voir un scorpion, on comprend, c'est la forme. C'est la forme. Comme ça. Et pierre, le gâteau d'orge, c'est la même chose, c'est la forme. Mais pierre archéologique, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Eh bien, là, c'est pour vous regarder. Vous avez en bas, vous voyez, vous avez des vestiges archéologiques, puisqu'il y a des haches de pierre. Oui, c'est comme ça que j'ai traduit, parce que je savais. Ah oui, ça, c'est vous qui avez traduit. Oui, j'ai trouvé. Parce que il n'y a pas grand monde qui a travaillé dessus. Ça pourrait être. Est-ce que vous y mettriez des fossiles aussi, ou ça simplement les pierres travaillées? Les fossiles, ça a été encore autre chose. C'est dans la. Alors, je ne me souviens plus où est-ce que c'est classé, mais bien sûr, il y a des fossiles. Et là sont les pierres travaillées, oui, parce que les fossiles étaient identifiés quand même comme des restes animaux. Donc ça entrait dans les animaux, vous voyez, c'était pas. Alors que là, c'est du minéral. Parce que
vous avez des fossiles qui représentent, enfin, on trouve un crâne ou autre, on voit que c'est pas du minéral brut. L'origine, parce que là, voilà, donc là, je voudrais rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, action mutuelle des phases. C'est pour ça que c'était important pour voir aussi que les minéraux avaient quelque chose malgré tout de vivant, qu'ils pouvaient avoir cette action, puisque chacun est défini par d'abord sa nature. Vous voyez, donc, la nature et les propriétés par la couleur, etc., etc. Donc là, il y a un ordre, c'est-à-dire chronologiquement. Voilà, là, le premier c'est création. Vous voyez, oui. Le bois il génère le feu, la terre, le métal, l'eau, et l'eau, le bois. Et après le bois contraint la terre, puisque l'arbre il vit au détriment de la terre contraint l'eau, le feu, et le feu, le métal. Okay. Et la relation mère-fils, c'est votre explication? Non, c'est quelque chose de très important dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous voyez, pour l'acupuncture aussi, on va soigner quelque chose qui est considéré comme mère pour soigner le fils. Et alors, c'est très important parce que la société chinoise, disons, historique, récente, du siècle, est amnétique et patrilinéaire. Ah oui, fortement. Et donc, c'est étonnant. Donc, ça, c'est quelque chose de très ancien. Oui, mais apparemment, on va considérer que la mère s'occupe des enfants, vous voyez, alors que le père, lui, il gouverne. Ah oui, c'est pas incompatible avec. Non, mais parce qu'il y a une très courte expression pour Confucienne. Ça montre également qu'en Chine, un caractère peut avoir des fonctions à la fois nominales et verbales. Alors, il y a un caractère grand qui veut dire l'empereur. Donc, ça commence. Chen, c'est le premier ministre. Fu, c'est le père. Ci, c'est le fils. Et on dit Wang Wang, Chen Chen, Fu Fu, Ci Ci. Ça veut dire voir ce qu'on vit comme un empereur. Quand le ministre se conduit comme un ministre, le père comme un père et le fils comme un fils, la société est en harmonie. C'est pas patriarcal du tout quand même. Le passage. J'avance. Avancez, parce qu'on voilà. Et là, je vous ai mis toutes les correspondances qu'il y a dans le système des 5 phases. Et là, vous comprenez comment, en fonction de la couleur d'une pierre, on peut tout de suite la classer sous le bois, le feu, etc. Et à partir de là, l'utiliser, puisque dans le cadre large de la médecine, aussi, les relations sont très, très importantes. Donc, c'est très intéressant. Et ça correspond à des organes du corps humain. Voilà, oui, les organes internes et externes. Il y a traditionnellement, il y a 2 termes. Le viscère, c'est les organes pleins, bien que le poumon sont peut-être un peu creux, mais c'est considéré comme les principaux. Et ensuite, les autres, c'est les organes. Il n'y a pas les entrailles au sens ventre. Non, pas dans ce cas-là. Pas dans ce cas-là. Je passe, vous avez le temps de lire. On est à la dernière. Eh bien, avez-vous Oui, alors simplement, comme conclusion, ce qui m'a paru important, c'était de voir ce qui est resté de ce texte des origines dans la pharmacopée chinoise moderne, publiée en 1977. Et en fait, il en reste pas mal parce que dans ce grand dictionnaire,
Sur 58 choses citées dans le Shonen Pensaki, il y a quand même 19 qui subsistent. Et alors, par exemple, le cinabre, le réalgar ont traversé les siècles, je dirais, en gardant les mêmes propriétés, en tout cas reconnues. Mais la pilule d'immortalité, elle n'apparaît plus dans la pharmacopée moderne. C'est-à-dire mercure ou... Voilà, celle qui était à base de... Donc... Ah, elle n'apparaît plus. Non, elle n'y est plus. Alors simplement, là, je ne sais pas si nous reste petit. Oui, non, parce que ce que j'avais noté sur les interactions entre les plantes et les minéraux. Oui, l'importance des objets de bronze puis de fer dans la Chine antique, attestée par les nombreuses trouvailles archéologiques, rappelle évidemment l'existence de mines. Dans un texte qui a été composé entre les 4e et 2e siècles, on peut lire, je cite, en extrait du cuivre de 467 montagnes et du fer de 3609. Le texte poursuit en signalant un mode de reconnaissance de la présence de minerais dans le sous-sol, qui est la couleur ou la nature des minéraux formant la surface du sol observable. Cependant, une première citation extraite d'un ouvrage du même auteur que j'ai cité tout à l'heure pour la classification des choses, dit que pour démontrer sur un plan moral l'importance des relations de cause à effet, il dit « S'il y a du jade dans la montagne, les plantes sont humidifiées. Si des perles sont produites, les rives ne sont pas arides. » Par là, on attire l'attention sur le fait que la présence de minerais dans le sol peut modifier l'apparence normale des plantes poussant à sa surface. Ce qui est, bon, tout le monde le sait si vous voulez, mais c'est important. Et c'est un texte du milieu du IIIe siècle qui marque une seconde étape. On peut lire dans le chapitre qui s'appelle « Production des choses ». Celles des montagnes qui ont du sable produisent de l'or, celles qui ont du millet produisent du jade. Et dans un ordre différent, le texte précise que pour obtenir d'abondantes récoltes, il convient d'adapter les cultures au type de sol. Durant la période des dynasties du Nord et du Sud et du Nord, de 420 à 589, sont composés deux textes, Miroir de la Terre et Représentation du miroir de la Terre, aujourd'hui qui ont été perdus, mais qui figuraient encore 3 siècles après, qui étaient classés dans la catégorie des cosmologies. Toujours pareil, ils ont été reconstitués à partir de citations qui en avaient été faites, en particulier au 8e siècle, et ils mentionnent différemment des moyens pour repérer les gisements de minéraux précieux ou encore les trésors enfouis. J'en citerai ici quelques passages. Par exemple, à la 2e lune, les plantes sont en pleine croissance. Au-dessous de celles qui penchent vers le bas, il y a du beau jade. De même, à la 5e lune, si les plantes ont les feuilles particulièrement épaisses et sans sucre, il y a du jade dans le sol en dessous, des rameaux qui pendent. On précise encore les circonstances pour la 8e lune, courante et révolue, et la 12e. Les indications ne concernent pas que le jade. Dans les montagnes où il y a de la ciboule, en dessous, il y a de l'argent blanc et brillant. Si la tige d'une herbe est jaune quand elle fructifie, en dessous, il y a des objets de cuivre. Ah, cuivre. Si la tige d'une herbe est rouge quand elle fructifie, en dessous, il y a du plomb. On rapporte encore que lorsqu'un trésor se trouve dans un mur d'enceinte, cela provoque une modification chez les arbres. Par suite, s'il y a un arbre qui s'incline et se dessèche, c'est qu'il y a un trésor à côté. À 8 pieds de l'arbre, si l'inclinaison est vers le sud, à 6 pieds si c'est vers l'est.
Et à la fin de la dynastie des Tang, un auteur qui a écrit énormément de notices très intéressantes, Duan Chengshi, écrit, il énumère 4 préceptes. Dans une montagne, si au-dessus il y a de la ciboule, en dessous il y a de l'argent. Si au-dessus il y a des chalotes de Chine, l'exemple appelle Rakyo, en dessous il y a de l'or. Si au-dessus il y a des gingembres, en dessous il y a du cuivre, de l'étain. Si dans une montagne il y a du jade précieux, toutes les branches des arbres dont le voisinage sont inclinées vers le bas. Donc, ces exemples illustrent bien un des aspects des rapports qu'on pensait jusqu'au Xe siècle que les plantes pouvaient entretenir avec les minéraux. On pourrait s'attendre à une plus grande systématisation par la suite, mais après le Xe siècle, les notes de ce genre sont très rares, et Li Shizhen, dont l'auteur de la grande pharmacopée de la fin du XVIe, quand il cite les exemples, il ne fait que reprendre les exemples cités dans les textes antérieurs. De même qu'un auteur qui a publié un ouvrage en 1848, vous voyez très près de nous, qui a publié un traité illustré des mines du Yunnan, il dit que s'il y a sur une montagne, il y a des ciboules, en dessous il y a de l'argent. Donc il ne fait que reprendre la citation. Oui, il a repris le manuel. Et en fait, donc, alors, un autre aspect de ce rapport des végétaux aux minéraux se manifeste avec des plantes elles-mêmes sources de minéraux. Le chapitre donc, de cet ouvrage du IIIe siècle précédemment cité indique un procédé pour obtenir du plomb et de l'étain à partir d'armoise. Je cite, laisser en tas de l'armoise, c'est Artemisia argilide, pendant 3 ans, la brûler, et s'écoule du plomb et de l'étain. Pour obtenir du mercure liquide à partir du pourpier, une autre recette, c'est le pourpier à petites feuilles que j'ai dans tous les jardins chez nous. Donc, une autre recette est indiquée dans l'ouvrage plus tardif, du 8e. Le texte précise qu'il existe 2 sortes de pourpiers, à grandes et petites feuilles, et c'est ce dernier qui est le plus utilisé car, je cite, on dit qu'entre ces nœuds et ces feuilles, il y a du vif argent. Avec 10 livres de pourpier sec, on obtient 8 ou 10 onces de vif argent. La difficulté de le faire sécher. Pour cela, bien le battre avec un morceau de bois de sophora, faire des supports orientés à l'est, exposé au soleil pendant 2 ou 3 jours, et c'est sec comme si une année était passée. Et la suite de ce processus est rapportée par Li Shizhen. Il dit c'est de la nature du résidu de combustion. On en remplit une jarre dont on scelle l'ouverture et qu'on enterre 49 jours. Quand on la retire, cela s'est opéré sur nous. En fait, ces données pouvaient laisser comprendre qu'il y avait une tradition qui allait se poursuivre, et en fait, elle semble, même si elle semble faire référence à une méthode éprouvée, d'autant plus qu'un auteur du XVIIe siècle, qui est un auteur rationnel, il fait une rubrique spéciale à ce sujet. Mais il publie en 1664. Mais il ne critique pas, il cite. Mais en revanche, notre auteur, lui, un peu antérieur, fin du XVIe, début du XVIIe, à la fin d'un chapitre consacré à l'étain, il a écrit un ouvrage très intéressant, que vous traduire par exploitation des travaux de la nature, où vous avez un grand nombre d'explications, de techniques pour produire des tas de choses, en particulier par exemple un moulin pour la canne à sucre. Et alors, il indique un procédé pour l'étain, et il insiste bien sur le fait que ce qu'il a indiqué, c'est bien le seul procédé existant, et que ce que disent les traités de magie qu'on obtient de l'étain à partir du pourpier, c'est un non-sens. Et je ne sais pas s'il reste une seconde, je peux vous... Oui, je vous en prie. Bon, et alors, ensuite, il y a action réciproque entre plantes et minéraux. Alors, par exemple, le poivrier de Chine, vous voyez qu'on trouve, qu'on appelle poivre du Sichuan ici, Oui, il avait la propriété d'attirer le mercure, le vif argent. Alors, à l'opposé, il y a de diverses anecdotes qui rapportent des interventions volontaires à l'aide de minéraux destinés à modifier les végétaux. Alors, il y a
anecdote très célèbre qui raconte l'histoire du neveu d'un des grands prosateurs chinois, qui s'appelait Han Yu, qui a vécu entre 768 et 824. Et son neveu, un jeune homme, vint le rejoindre à la capitale, et la conduite insolente du jeune homme amena le tonton à le réprimander, en lui disant: les gens de basse classe dans les rues s'efforcent d'obtenir des vêtements et de la nourriture, et que l'on leur donne en fonction de leur mérite. Tandis que vous, passant votre vie ainsi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors le neveu s'inclina poliment et lui répondit placidement: cette personne a maîtrisé un art, mais malheureusement, vous, mon oncle, vous ne se connaissez pas. Et là-dessus, il montra les pivoines qui étaient devant ses yeux, devant la pièce où ils étaient, et il ajouta: si mon oncle le souhaite, ces fleurs peuvent être bleues, pourpres, jaunes ou rouges, il n'a qu'à me le dire. Donc, il était très étonné, Rani était très étonné, et il donna à son neveu tout ce qu'il nécessitait pour cette expérience. Alors le neveu entoura les pivoines d'une petite haie, afin que les gens ne puissent pas, une petite barrière, afin que les gens ne puissent pas voir ce qu'il faisait. Il creusa un fossé tout autour du massif, aussi profond que les racines, et assez large pour que l'homme puisse s'y asseoir. Et il demanda du minerai pourpre, de la poudre légère et du vermillon, et du matin au soir, il traita les racines des plantes. Après 7 jours, il remplit il referma la tranchée, et il dit à son oncle: malheureusement, ça va prendre du temps avant que les résultats apparaissent. Après 1 mois, au début de l'hiver, les pivoines qui avaient toujours été pourpres, maintenant produisirent des fleurs qui étaient alternativement blanches et rouges. Sur chaque pétale, c'est important, apparaissaient 2 lignes d'un poème qu'on distinguait clairement en pourpre. Et c'était bien sûr des couplets d'un poème que Han Yu avait composé lors d'un voyage officiel, un poème en 14 caractères. Et Han Yu, évidemment, fut grandement étonné, et son neveu partit, et il revient. Il n'entra jamais dans la vie pas académique, mais officielle. Il n'a pas eu de poste. Il n'a pas eu de poste. Il n'a pas dû en avoir. Et donc, voilà, je me dirais, bon, je pense que même si l'apparition des caractères du poème de Han Yu, évidemment, ça paraît peu probable, mais semblerait relever d'un tour de magie, le reste de l'histoire est plus vraisemblable, car on connaît, par exemple, l'effet de la présence de fer ou d'alun dans le sol sur la couleur des hydravias. Le monde s'amuse à modifier les couleurs d'un modèle. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans les mémoires du père Huc, vous savez, c'est un missionnaire du XVIIe siècle qui était en Chine et qui est allé au Tibet. Et lors de son voyage au Tibet, il était avec un autre missionnaire, ils arrivent dans une lamaserie, et là, il y avait un arbre. Sur chaque feuille de l'arbre étaient des caractères, pas si loin, non, des syllabaires tibétains. Et alors, les deux observaient bien en détail, et il écrit qu'ils n'ont pas pu trouver la preuve d'un moine superchemin. Donc, il y avait sur les feuilles. Sur les feuilles, mais sur chaque feuille, il y avait un caractère. Donc, on voit difficilement comment c'est possible, mais c'est ainsi. Voilà, alors je ne sais pas si je vous ai bien
évoquer. Si, c'est bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur Métayer.